240 PME et ETI françaises à se développer à l'export et principalement sur les nouveaux marchés. Donc, je suis responsable de la zone Afrique. On travaille un peu partout en Afrique et vraiment notre objectif, c'est de faire le lien entre les investisseurs qui cherchent des fournisseurs et nous, nos agroéquipementiers qui cherchent à se développer à l'export. On a des entreprises qui sont très développées en Afrique et qui veulent vraiment continuer à se développer, qui sont peu développées encore au Congo, mais qui chaque semaine reçoivent des coups de fil, des personnes qui cherchent à avoir des opportunités au Congo. Et donc, je pense à plusieurs personnes dans la salle, le Congo apparemment veut se spécialiser en agriculture, il veut développer son agriculture. Donc, autant au niveau de l'agriculture, fournisseurs d'intrants, fournisseurs de machines, on a beaucoup de représentants. Et aussi au niveau de transformation, notamment transformation des ports, on a de nombreuses sociétés qui travaillent dans ce secteur. Donc, je suis à votre écoute pour toute rencontre et pour toute opportunité, conférences, séminaires techniques, de formation aussi, que vous voudriez mettre en place. Donc, voilà. Parfait. Bon, en tout cas, mon voisin de droite est intéressé. Il faudra que j'échange vos coordonnées. Avec plaisir. Je suis très très content de ce moment que nous passons ensemble. Je pense que tout le monde l'approuve. M. Rollet en premier, qui est très intéressé par ce secteur de l'agroalimentaire. Et j'en profite pour donner la parole que j'ai gardée pendant longtemps à mon cher ami. C'est une question que je pose pour les responsables du secteur agricole. Moi, je travaille beaucoup en conseil sur les missions pour le groupe coopératif français. Je pense qu'il y a une place générale, une place importante pour le groupe coopératif français dans le développement de l'agribusiness en Afrique. Je suis très prudent sur l'exploitation directe des terres par des opérateurs étrangers. Pour les raisons que Madame a évoquées, la terre est un sujet compliqué en Afrique et peut-être irrationnel. Donc, par contre, la question s'adresse, si on considère, je ne connais pas la structure agricole du Congo, ou de la production agricole du Congo, en supposant qu'elle est faite de ce qu'on appelle en anglais des small scale farmers, des petits exploitants agricoles. Est-ce qu'il existe des systèmes coopératifs, de coopération, d'associations de paysans qui permettraient des bases de joint venture avec des coopératives françaises? Je crois que le directeur de l'agriculture pourrait... Oui, disons que je vais répondre à l'affirmative qu'il existe bel et bien des coopératives ou des groupements coopératifs qui peuvent donc... il y a aussi des petits producteurs isolés et des producteurs qui se regroupent en coopérative ou en propre coopérative. Donc, il y a possibilité. Et avec ça, il y a quand même des organes bénéficiaires qui font le regroupement de certaines coopératives en coordination selon la spécialité. Ça peut être des coopératives des commerçants, des produits agricoles, et des coopératives, selon l'intérêt qui les met ensemble. Ça fait des groupements d'intérêt économique commun. Ils peuvent produire ensemble, comme ils peuvent commercialiser ensemble, comme ils peuvent élever et pêcher au niveau de la mer continentale. Bon, cela dit, vos inquiétudes au niveau de la terre, non. Je crois que j'aurais dit que les lois encadrent très bien cette mission. D'abord, le Congo ne vend pas les terres. L'axe des petits producteurs, ils sont bien protégés. Ce sont les petits producteurs qui font l'essentiel de la production agricole. Qui malheureusement, cette production est mal collectée et il n'y a pas une solution. C'est parmi les urgences que nous avons. Nous devons avoir des investisseurs qui peuvent dire nous lancer des centrales d'achat et de distribution à travers le territoire national. Mais vous avez dit que l'agro-business agroalimentaire est encore d'ambition, c'est ses premiers pas. Et l'essentiel de la production nationale est fait par les petits producteurs qui sont bien protégés. Et le gouvernement a des programmes pour moderniser leur activité et les amener à évoluer aux côtés des grands producteurs. Parce que de toute façon, on ne peut pas aller vers l'industrialisation du pays sans excédent agricole. Et nous voulons bien qu'il y ait aussi à côté des petites et moyennes entreprises et des sociétés agricoles. Et chacun a sa place.
même quand les sociétés agricoles, les grandes sociétés arrivent dans un bassin de production, il est observé un certain rayon destiné aux petits producteurs. Ils sont vraiment bien producteurs. Donc ils ne viennent pas avaler au contraire, on a besoin, il faut s'associer. On ne va pas en faire des ouvriers pendant longtemps des ouvriers agricoles pour ces sociétés, mais plutôt ils vont profiter de ces grandes sociétés pour avoir la formation qu'il faut et pouvoir évoluer prochainement, continuer avec leur activité, mais sur la base qu'il y a un bon partenariat qui se passe dans ce bassin de production. Merci. Mais si je peux me permettre, pour compléter un petit peu, répondre à votre question, il y a effectivement un vrai problème en fait pour des agro-industriels par exemple comme nous, de pouvoir un peu centraliser et simplifier la relation qu'on a avec les exploitants. Quand on doit discuter avec 3000 exploitants, c'est plus compliqué que si on en a 5 coopératives qui fédèrent tout ça. Donc moi dans ce cadre-là, d'ailleurs, je rencontre demain des responsables de l'AFDI, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une émanation, ça fait partie de la FNSEA, et c'est les agriculteurs exploitants agricoles internationale. Il y a 17 pays pour lesquels il y a une collaboration entre la France et ses exploitants agricoles et 17 pays en Afrique, sauf le Congo. Donc moi j'y vais dans cette démarche, puisque nous travaillons déjà avec des coopérateurs qui font ce qu'ils peuvent, qui ne sont pas très structurés, et dans le but d'essayer d'installer, enfin peut-être de démarrer quelque chose, et d'installer un modèle qui pourrait servir de fonctionnement. Dans le même esprit, il y a beaucoup d'initiatives et il faut qu'on fasse attention à essayer de fédérer tout ça et d'aller dans le même sens. Je suis en contact par exemple avec une fondation qui s'appelle la FADIA, qui est un Français, tenu par un Français qui s'appelle M. Pierre Cadet, qui est ingénieur agronome et qui a par exemple dans la région du Sud, en face de notre usine, un Congolais qui a hérité de la diaspora, qui a hérité et qui a des terres, 10 000 hectares en fait. Voilà. Et il y a des projets en fait d'élevage, etc., qui seront aussi sur l'arachide et qui vont nous intéresser, sur les fruits et les agrumes, et ça va nous intéresser. Donc il y a pas mal d'initiatives, simplement il faut les fédérer à un moment donné, et qu'effectivement on n'est pas à être avec des centaines et des milliers d'exploitants, parce que ça sera compliqué pour eux comme pour nous. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour le bon suivi. Je vais faire circuler la liste pour mettre les contacts, parce qu'il faut qu'on fasse un suivi, un rapport de tout ceci. Donc je fais circuler la liste pour mettre le nom, l'adresse mail et le téléphone, pour pouvoir faire un suivi. Donc je pense que Mme Mongo, je me rattrape, ne repartira pas seule. La directrice générale de la PI ne repartira pas seule. Demain Je ne sais pas quand vous repartez, mais en tout cas, vous irez avec des investisseurs qui vont, en tout cas, entreprendre au Congo. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Juste un petit complément, je ne fais pas de pub là, parce que ça sort du cadre école, mais au mois de janvier dernier, le PDG Claude Wilfried Etloka a pris la présidence du groupement du patronat de la francophonie. Donc, et ce pour 4 ans. Je pense que c'est un élément important parce qu'on se rend bien compte que la relation Congo-France n'est pas par hasard, c'est structuré. Et je pense que ça fait partie des supports sur lesquels on va pouvoir se reposer. Le second salon pro durable qui aura lieu à Maillot à Paris, d'ailleurs avec École et avec M. Etloka, pour défendre ça. Ça fait partie aussi du RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et au-delà de ça, en fait, vous avez tout ça, l'Organisation internationale de 84 pays. Nous, quand on parlait des besoins qu'on peut avoir, qui sont importants pour respecter les objectifs de développement durable, le palmier à huile, normalement, doit se déplacer en zone de savane. Le projet de l'État, c'est quand même 100 000 hectares, sauf qu'une fois que l'État a dit c'est 100 000 hectares, il ne nous dit pas comment on fait. Il ne nous dit pas quelle savane, il ne nous dit pas quelle terre disponible, il ne nous dit pas avec quels moyens on peut faire aussi. Donc si vous voulez, on va utiliser la francophonie. Notamment, on sait que l'Organisation internationale de la francophonie a un département de développement durable avec une représentation permanente à Bruxelles. Donc c'est des supports importants qu'on doit fédérer en fait et boucler. On parle de l'AFD, Proparco, on est en contact. Voilà, tout ça à un moment donné fait qu'il y a quelque chose qui se développe. La Banque mondiale est de plus en plus ouverte à créer des alliances avec le privé, parce que pour eux c'est une question aussi de sécurité pour ce que vous évoquez au niveau des flux avec l'État. Donc
ça va dans le sens du plan des financements. En tout cas, Jean-Marie Tétard, qui est ici, présent dans la salle, qui a fait l'aventure avec moi au Congo, qui est venu à Pointe-Noire et à Brazzaville, est un grand ami du Congo, et je m'étonne de son silence. C'est pour ça que je me permets de donner la parole. Je crois que tu m'as assez entendu pendant 4 ou 5 jours là-bas et que le but était de faire parler l'ensemble des... Moi je retiens que les opportunités sont réelles. Je retiens que aussi des Allemands que j'avais invité un jour qui disaient après la crise, il y a une sortie de crise. Et pendant la crise, il faut se préparer à être les premiers pour la reprise. Je crois que c'est cela qu'il faut essayer de faire. Les opportunités sont réelles. Je crois quand même qu'il faut trouver des moyens d'habituer. Et je suis sensible aux PME. Bon, vos grandes organisations savent se mouvoir dans ce monde. Lorsqu'on est, et je pense qu'il faut faire très attention à nos territoires en France, les élus que sont Patrice, que sont, etc., essayent d'amener leur réseau de PME et PMI à tenter l'international. Certains y sont déjà, mon voisin qui est des Unis y est déjà. Simplement, il faut les amener progressivement. On ne les lâche pas comme ça. Bon, il faut. Et donc, moi, je crois beaucoup à des relations qui, au départ, sont sans enjeu d'affaires. Acclimater les gens, les amener à comprendre comment ça se passe, à trouver naturellement des partenariats. Je pense qu'on verra demain que tout le secteur de la formation professionnelle est quelque chose dans lequel on peut amener nos entreprises à être partenaires de programmes de formation professionnelle en Afrique et petit à petit découvrir le contexte et y aller naturellement avec confiance, sans forcément y aller en retrouvant un intermédiaire à rémunérer dont on ne sait pas quel avenir on aura avec lui. Donc je pense que c'est ça. Sur la filière bois, sur laquelle nous avons essayé pendant longtemps de placer nos entreprises. Je crois encore qu'il faut passer par l'apprentissage, etc. Mais j'entends bien qu'il faut que l'on peut faire des écologes en bois, comme le bureau du ministre de l'Agriculture, qui est en bois magnifique, il est vraiment magnifique. En même temps, il y a une expérience de 1000 maisons bois qui ont été installées d'urgence à Brazzaville, vers l'université, pour reloger les évacués de l'explosion de je ne sais plus quelle année en centre-ville. Bon. Mais il n'y a pas que des écologes et des maisons en bois, il y a tout ce qui serait ossature-bois. Il y a toute la menuiserie, depuis le bastin jusqu'aux fenêtres, en passant par les encadrements de portes. Et tout cela revient dans le port de Pointe-Noire en conteneur. Un peu comme... Et donc, c'est cela qu'il faut. Alors, j'ai compris, y compris lors du voyage, que la clé de tout cela était le séchage. Il faut que l'on assure que l'on puisse faire du séchage du bois. Et qu'on puisse amortir un appareil comme ça. Bon, donc je crois que dès lors qu'on partagerait les investissements, que l'État congolais se dit si la clé est le séchage, et qu'après d'autres viennent en utilisant, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Il y a peut-être à un moment donné des choses qui dépendent de l'État congolais et qui fait les infrastructures minimales pour que ça déclenche d'autres choses. Nos amis yvelinois qui ont des filières bois, je crois qu'ils ne vont pas s'installer tout de suite en disant je vais investir une unité de séchage de bois. Par contre, si elle y est, ils sont prêts à l'utiliser en payant. Et vous aussi, c'est pareil, je pense. Et donc, c'est ça qu'il va falloir réfléchir aussi. L'infrastructure pour laquelle les investisseurs, ce n'est pas que des routes, c'est absolument nécessaire. J'ai vu les progrès où on va jusqu'à Makwa, etc. maintenant en autoroute, pratiquement. Je crois que c'est aussi l'infrastructure de base pour le développement et l'accueil des PME, PMI. Et je prends cet exemple du séchoir parce que ça me paraît important. Mais moi, j'ai très confiance, je crois que l'arrière-pays est là. Mais en même temps, on a vu qu'il y a des produits qui ne peuvent pas être développés localement s'il n'y a pas la base critique pour qu'il y ait assez de clients pour rentabiliser les choses. Donc il faut passer par le sous-bassin. Et le Congo, est la porte d'entrée, vous l'avez dit, on le dira tous. Mais en tout cas, bravo à vous. Tenter le truc, parce que j'ai été aussi dans la Bouenza, la terre y est tellement fertile que tout pousse, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Alors la dernière question que je me pose, on voit, et ça c'est une question un peu politique, on voit à Brazzaville des hôtels qui surgissent de partout, avec peut-être des taux de remplissage un peu faibles, mais il y a des investisseurs qui construisent des hôtels. Pourquoi ne prennent-ils pas encore le risque de construire ces hôtels que vous réclamez au bord de la chute, etc. C'est-à-dire, quel degré de confiance des investisseurs congolais dans les projets que vous leur proposez aussi, parce qu'ils pourraient aussi être des traceurs de route. Là, c'est une question que je continue à me poser.
Bon, je vais tenter de répondre à ça. Je crois qu'il ne fallait pas que je te donne la parole. Je vais tenter de répondre à cette question. Je pense que nous pensons que ce qui se passe, c'est un problème de savoir-faire. Le secteur du tourisme, quand les gens construisent les hôtels, ils font comme celui qui dit « demain je fais une boulangerie et j'achète la farine, le levure et puis je vends du pain le lendemain matin ». C'est ce qui se passe dans les têtes de ces nombreux investisseurs, à mon avis, c'est ça. Parce que vous avez vu, si vous avez sillonné le pays, vous voyez que il y a des hôtels, des gens qui ont investi dans l'hôtellerie, dans les zones improductives pour le tourisme. Des hôtels qui existent dans certaines localités, qui auraient dû être construits dans les lodges ou aux alentours des lodges, et pardon, dans les parcs, aux alentours des parcs et réserves. Mais les gens n'ont pas pensé à faire ça, je crois parce qu'ils n'ont pas demandé conseil, ou parce qu'ils ne comprenaient pas ce que devait être un lodge dans une forêt éloignée. Et se dit, bon, est-ce que si je fais mon lodge à Noabalé-Ndoki, à 971 km de Brazzaville, au voyage des clients, quand il se pose cette question, c'est qu'il ne sait pas, il ne parle pas de tourisme dans ça. C'est ça. Je crois que c'est une question d'ignorance du secteur. Les gens ne savent pas, ne savaient pas depuis longtemps que ce secteur était porteur et qu'il fallait faire des hôtels dans les endroits qui intéressaient les visiteurs. Mais pour le moment, pourquoi on construit à Brazzaville? Ils ont une vision sur le tourisme d'affaires. Les gens qui viennent pour faire les affaires, il y a tellement de gens qui viennent, surtout avant la crise. C'est ça, il y avait tellement de gens, il y avait tellement de mouvements. Les gens disaient il faut construire à Brazzaville un hôtel, il faut construire un hôtel, il faut construire. Et ça a poussé comme des champignons. Mais nous ne regrettons pas cela. Et finirons par comprendre, par pédagogie, qu'ils ont accepté de construire ce type d'infrastructure dans les réserves et parcs nationaux. Mais ce qu'ils ont déjà fait est important pour nous, parce qu'ils ont fait un maillon de ce développement. Les hôtels qu'on trouve à Brazzaville, aujourd'hui à Pointe-Noire, sont assez éloquents pour accueillir des touristes pour un séjour viable. Donc, on ne regrette pas trop, mais s'ils avaient fait ça, s'ils avaient pensé à faire ça dans les parcs ou à l'orée des parcs, nous n'aurons peut-être pas à créer aujourd'hui que vous venez. Mais qu'à cela ne tienne, nous vous demandons de venir. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et toujours dans la même perspective, avant d'avancer tout doucement vers la fin, sauf s'il y a des interventions encore, mon cher ami Olivier, qui a fait la découverte d'un pays magnifique comme le Congo, peut-être va nous dire un petit mot sur ce qu'il y a à faire là-bas au Congo. Très bien. Bon, je suis Olivier Rojo, je suis médecin. J'étais à Brazzaville au mois d'octobre dernier et les acolytes et moi, on réfléchissait dans cette période économique difficile comment apporter des idées ou de participation à l'aide sanitaire et sociale au Congo. Finalement, après étude de quelques secteurs d'activité, on s'est dit pourquoi pas réunir le monde économique avec le monde social, entre guillemets, et de faire une activité qui soit une activité de business, mais un business social. Donc on a défini quelques secteurs importants et celui qui a été retenu, qui est actuellement développé au Congo, mais qui est peu développé, ou qui a peu encadré sur notre activité, c'est le domaine du jeu de hasard. Et donc à travers la COGELO, qui est la Société nationale du jeu, on essaye de mettre en place un programme qui soit clairement à visée sociale, c'est-à-dire qu'avec une organisation d'entreprises privées, développer une activité, l'encadrer avec comme objectif numéro 1, dégager des bénéfices, certes comme toute entreprise, mais afin d'aider la population à travers des programmes politiques, sanitaires ou sociaux. Je ne peux pas aller plus loin, mais en tout cas, c'est une belle découverte et on espère
pouvoir avancer. Et on vous attend à Brazzaville pour la suite de l'aventure. François, vous aviez un petit mot à ajouter. à poser à nos interlocuteurs en me félicitant Michel est certainement d'accord sur la richesse de cette réunion du point de vue des informations et des dialogues qui ont été extrêmement positifs. Il y a dans les derniers pays africains que je me suis rendu, notamment le Burkina Faso et la Mauritanie, il y a un formidable élan vers les énergies renouvelables. Les deux principaux parcs d'énergie solaire, ils sont en Mauritanie et au Burkina. Et compte tenu de l'implication du Congo-Brazzaville, notamment de son président, on l'a bien vu à la COP21 et dans les années qui ont suivi, je voudrais savoir où en sont